Ne soyez pas vous-même. Aucune cause n'est suffisamment noble pour celui qui n'est pas prêt à lutter pour elle. Avoir une conscience est peut-être la plus ambivalente des sensations, car pour s'en convaincre, il faut déjà pouvoir réaliser que quelque chose en nous nous le permet. Utiliser sa conscience afin d'explorer nos questionnements fait des chemins que nous parcourons intérieurement, des abysses sans fin qui monopolisent notre attention. En y plongeant sans s'en rendre compte, on peut parfois avoir l'impression de croiser certains reflets dans lesquels on voit l'image de notre moi idéal. La familiarité de cette image est telle que l'on en devient étranger à soi-même. Cette dichotomie nous laisse indécis quant au choix que l'on fait pour avancer dans le développement de notre être. À chaque pas que l'on fait vers la subtilité de ce que l'on est vraiment, la légitimité de continuer à être qui nous avons été jusque-là s'amenuise. Les méandres de nos contradictions sont alors un tiraillement intérieur incessant, devenant parfois la cause même du mal que l'on cherche à éviter en se dirigeant vers une version plus pure de nous-mêmes. Tout ceci laisse supposer, même par une réflexion personnelle n'impliquant pas une quelconque influence extérieure, que plusieurs entités habitent ce corps que nous pensions être le nôtre. C'est à croire que nous subissons la personne que nous sommes au profit de la liberté de celle que l'on devrait être, comme si à l'instant même où nous devenions cet idéal, il se cristalliserait dans la petitesse de ce que nous sommes dans l'instant. Alors qui sommes-nous vraiment ? Un fragment de conscience piégé dans l'interminable quête d'être un peu plus qu'un fragment ? Une âme habitant un corps, anticipant un départ le plus lointain possible, ou peut-être juste les réminiscences d'un passé recherchant un futur déjà accompli. Ce serait se tromper que de croire qu'une réponse à ces questions lèverait le voile de nos illusions sur notre nature et son origine. Il y a cependant une certaine passivité à vivre. Autant que l'activité est requise pour avancer, il faut néanmoins savoir contempler pour décider où l'on veut aller. L'action et l'inaction sont donc deux composantes insécables dans le déroulement complexe de la vie. Ce que l'on ignore sur nous-mêmes est d'autant plus flagrant quand on sait que l'on fait partie du monde qui nous entoure, sans pour autant être capable de l'intégrer, au point de comprendre et de savoir de manière innée de quoi il est fait. On parle alors dans ce cas de mouvements subtils et non de faits tangibles, mais dans un cas comme dans l'autre, nous et le monde dont nous faisons partie sommes faits des deux. Tout ceci explique pourquoi certaines choses demeurent un mystère, même si intrinsèquement on a le sentiment de savoir de quoi il en retourne. On se rend compte alors que ce savoir inné nous vient d'une époque où la pensée et la mémoire nous étaient dispensables. C'est aussi une époque où les questionnements étaient absents, car ils n'avaient pas encore remplacé notre monde de sensations et d'impressions qui était l'unique type de perception que nous avions avant l'arrivée de nos premières pensées. Tout porte à croire que notre idéal en tant qu'être se trouve à la croisée de ce monde de l'immédiat et celui de sa construction. On emprunte à la spontanéité de l'immédiat chaque instant figé successif afin d'en anticiper le déroulement. Au-delà du côté abstrait de cette vision du temps, on comprend avec ce point de vue l'importance qu'il faut accorder à une remise en question permanente concernant tout ce qui constitue notre personne à chaque moment. Vivre en étant présent à soi n'est qu'une autre manière de dire que l'on doit s'oublier pour vivre pleinement l'instant, car l'instant, lui, est le véritable fournisseur de ce qui fait de nous un être. Cependant, faire du développement de ce qu'est notre personne une occupation pour tout notre système de réflexion est une ineptie entravant ce même développement. Se focaliser alors sur le bien-être de notre équilibre intérieur est bien plus pertinent, car en amont du développement de ce que l'on est en surface. Simplement, équilibre ne veut pas dire satisfaction d'un plaisir immédiat, mais remise en cause de celui-ci dans un but de compréhension. Car la compréhension fera toujours office de boussole dans la quête du développement de ce qui doit être acquis comme capacité pour fortifier notre équilibre. Si on essaie de traiter les conséquences directes de cet équilibre, on s'attaque alors à la surface du problème, cette surface devenant alors une dimension supplémentaire de ce problème. Alors être soi, être soi-même, être vrai ou authentique, a-t-il vraiment un sens si c'est pour donner vie au déséquilibre insoupçonné de notre idéal intérieur? Et cet idéal est-il vraiment là, ou est-ce juste la projection de l'amélioration d'une moins bonne version de nous-mêmes? À l'heure où tous les regards sont tournés vers le comportement moral et que nos actions se doivent de refléter un standard prouvant notre bonne foi d'être un humain meilleur, il est difficile d'aller à l'encontre des voies approximatives qui nous sont proposées en vue de l'évolution de notre être. Ce faisant, on se voit forcé de choisir une image qui nous est donnée afin de respecter le dit standard. Difficile alors de faire la part des choses en essayant de retrouver une partie de nous-mêmes que l'on ne connaît pas encore.
L'expression de notre confusion devient la conséquence de toute cette ambiguïté autour du développement psychologique et social de l'être humain. Pour autant, aucun courant de pensée n'est vraiment nouveau. Certains sont même empruntés à des courants spirituels qui ont vu le jour il y a plusieurs milliers d'années. Ces écoles et enseignements, qui sont pourtant bien intentionnés au départ, sont aujourd'hui un moule de plus auquel on doit se conformer afin non pas d'atteindre notre idéal, mais celui imaginé collectivement pour chaque individu. Ainsi, chacun a apparemment la liberté d'être qui il a envie, mais seulement s'il respecte les nuances morales instituées, et ce même quand elles ne sont pas forcément nécessaires à la préservation de la vie ou de l'intégrité de chacun. Notre conception des relations avec les autres et celle que nous avons avec nous-mêmes devient peu à peu le théâtre de notre manque de connaissances concernant la nature humaine. C'est à croire que comme dans un rêve, nous vivons endormis, conscients que quelque chose ne va pas, mais avec la conviction que tout ceci est bien réel. Pour certains, c'est d'ailleurs malvenu de se poser des questions sur la subtilité de ce qui est réel ou non, et ce sont peut-être eux les plus libres du doute quant au choix de la personne qu'ils veulent être. Force est de constater que d'autres font l'effort d'être bien différents de la personne qu'ils étaient hier. En se remettant en question sur la qualité de qui ils sont, on ne peut pas nier le changement bénéfique que cette démarche implique. On voit à travers la pluralité de nos comportements en fonction des situations comment se construit l'apparence de qui nous sommes en prenant bien soin de mettre de côté tout ce qui dérogerait à la règle de l'illusion de nos valeurs standards. On voit aussi les débordements que cela crée en constatant le manque de diversité dans les profils qui, pour être mieux acceptés par la norme implicite de la société, s'adaptent en surface sans s'occuper des conséquences négatives que cela engendre. Si l'on veut sortir de cette norme, il faut alors soit être prêt à affronter le courant dominant en étant en marge de celui-ci, soit être prêt à créer son propre courant. Dans les deux cas, cela sera toujours vécu comme aller contre sa nature pour ceux qui le font, alors que ce sont eux véritablement qui retournent à la source d'un comportement plus adéquat pour le développement et la découverte de soi. Être humain n'est pas chose aisée si l'on prend le mot humain dans un de ses sens le plus noble, comme celui de fils de la terre. Il y a donc déjà une notion de spiritualité et de mystique dans la définition que l'homme se donne lui-même, car il se définit quelque part comme l'héritier de ceux qui l'entourent, en ayant la possibilité d'en modeler une partie selon sa vision. Cet héritage, nous l'avons tous, et en ce sens, tous les courants spirituels en parlent comme de pouvoir créateur que l'homme possède, ce qui le différencie des animaux qui ont l'air de suivre les lois préétablies de la nature, sans l'option de pouvoir aller à l'encontre. La part animale en nous n'en est pas pour autant éteinte, mais une distance entre le simple besoin de satisfaire notre corps et la liberté de nos choix nous permet de vivre une dimension de la vie que nous estimons être exclusive à l'humain. Le développement de cette dimension passe par la conscientisation de celle-ci et de tout ce qui nous permet de l'appréhender. Cela va de nos 5 sens physiques à tous nos autres sens subtils, tels que l'intellect, la pensée, les émotions et l'intuition. Le développement de notre personne au sens étymologique du terme nous permettra d'interagir avec tout autre être humain dans un contexte social. Mais un développement axé uniquement sur les facultés et les compétences sociales, comme ça l'est pour beaucoup de monde aujourd'hui, ne fait que renforcer l'illusion que la réalité nous parvient uniquement par ce biais. Alors être soi, ou être soi-même ou authentique, est le meilleur moyen de croire que nous avons trouvé qui nous sommes et d'arrêter le processus de recherche pour développer simplement notre capacité d'appréhender au mieux les différentes dimensions de la vie auxquelles nous avons tous accès. Alors ne soyez pas vous-même et soyez juste qui vous avez envie d'être.